Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Il est à sa énième comparution devant notre auguste jury. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous le président du Sénid Faso Iriwaton, Maître Moutakatal. Maître, merci de cette énième comparution devant les grands jurys. Merci de ne pas mettre à l'écart le délinquant multirécidiviste qui comparaît devant le grand jury. Merci. Avec moi, justement, pour vous interroger ce soir, Abdraman Keita, du journal Les Témoins. Bonsoir, Abdraman. Bonsoir. Et nous avons également Bruno Djito Segebeji, du journal Mali Horizon. Bruno, merci d'être là. Bonsoir. Et je suis Omar B. Sidibé, pour ceux qui nous suivent sur d'autres canaux ou encore la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Maître, la traditionnelle question, votre observation sur la composition du jury. Est-ce qu'il y a un jury à récuser ce soir? Absolument pas. Je suis en face d'hommes d'honneur et de bons professionnels. Je pense que nous pourrions être à la hauteur des attentes de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Bruno? Au maître, c'est un habitué de ce plateau déjà, donc quoi dire, c'est un homme politique aguerri, donc on va voir s'il va poursuivre dans cette logique, dans cette capacité à convaincre nos téléspectateurs et nous autres. Ouais, d'accord, il a bel et bien dit, c'est un habitué sans être un récidiviste qui vient de le dire, ni un repris de justice. Un repris de justice, cela dit, l'actualité tourne aujourd'hui autour de questions qui ont besoin d'être éclairées et clarifiées, je veux dire, d'être clarifiées. Et quoi de plus normal que d'avoir aujourd'hui entre nos mains un éclaireur comme maître, qui a parcouru toutes les étapes de l'avènement de la démocratie malienne jusqu'à aujourd'hui, un témoin privilégié pour le clarifier au moment où, le clarifier du moins les téléspectateurs et vos auditeurs, à un moment où le pays est en train d'aborder un tournant. Voilà. Donc, et ceci dit, je pense qu'il a aussi quelques dettes envers l'émission, puisqu'il y a eu trop de questions en suspens. La dernière fois qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, donc je pense qu'il serait de bon ton aussi qu'il revienne, puisque beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis, et les choses ont évolué. On aimerait avoir maintenant, et en avoir le cœur net par rapport à certaines questions qu'il a mis lui-même en suspens, en attendant de voir clair. Avant qu'on évoque ces dettes et également même ébaucher l'actualité, mettre le mouvement du 5 juin. Les M5 RFP, certains avaient quand même annoncé, certains annoncent récurremment sa mort. Aujourd'hui, comment se porte ce mouvement? Le M5 RFP traverse certaines turbulences. Oui. Je pense que... Et même des tribulations. Disons de fortes turbulences, oui, liées à la nature même de ce type d'organisation. Au départ, nous avions su faire de nos différences et de nos divergences un atout. Aujourd'hui, la réalité semble nous rattraper et il est important que chacun d'entre nous continue à mettre le Mali au-dessus de toute autre considération et que nous ayons conscience que l'outil est important et pour nous, membres du M5, et pour le Mali et pour la refondation du Mali, et que chacun puisse mettre un peu d'eau, comme l'a dit ce respectable monsieur d'enseignement Koudji. Vous, maître, personnellement, vous bouderiez les dernières réunions du M5 RFP selon nos informations. Vous ne participeriez plus aux réunions du M5 RFP. L'information est absolument fausse. Je participe à toutes les réunions du M5 RFP. J'ai été un moment indisponible pour 2 semaines. Je l'ai signalé avant, pendant et après. Et je n'ai absolument aucune raison d'être absent aujourd'hui. Au contraire, parce que je travaille nuit et jour à réconcilier les différentes parties qui sont aujourd'hui en incompréhension. Je me suis assigné cette mission.
j'essaye de la mener à son terme malgré les difficultés réelles. Bruno, question de généralité. Oui, justement, pour rebondir, vous venez de dire que vous êtes en train de travailler pour réconcilier les différentes parties. Justement, est-ce que vous pouvez éclairer nos lanternes par rapport à combien de pôles il y a aujourd'hui au sein du M5-RFP? Et vous vous positionnez par rapport à quel pôle? Bien. Je ne parlerai pas de pôle. Je dirais que les événements ont cristallisé un certain nombre de positions. Il y a ceux, ce n'est pas un secret que je trahis, qui ont écrit au comité stratégique pour faire part d'un certain nombre de griefs qui pour eux n'ont pas été pris en charge ni résolus. Il s'agit de fortes personnalités connues, Cheikh Omar Sissoko, Madame Si Kadiatousso, Modibo Sidibé, Mohamed Ali Bachili, Koniba Sidibé. Il y a d'autres personnes qui se sont vues suspendues du comité stratégique. Et il y a ceux qui ne sont pas suspendus, qui n'ont pas écrit cette lettre, qui restent au comité stratégique aujourd'hui. Vous parlez de mon positionnement. Oui. J'ai été très clair depuis la mise en place du M5-RFP. J'ai indiqué à tous ses membres que je n'aspirais à assumer aucune responsabilité, que je me contenterais d'essayer d'apporter ma part dans le maintien et le renforcement de la cohésion du groupe, ce qui n'était pas acquis d'avance. Je m'y suis employé depuis les premiers jours de la création du M5. Je me rappelle, les premiers moments avant la chute des BK, chaque fin de réunion ressemblait à un éclatement programmé. Il fallait réconcilier les positions, essayer d'aller de l'avant. Je continue à m'y impliquer aujourd'hui, ce qui m'interdit de m'aligner derrière quelqu'un. D'accord. Effectivement, mais maître, est-ce que vous ne vous trouvez pas dans une mission impossible en voulant réconcilier un mouvement qui manifestement a volé en éclats? Parce que vous venez de le dire, certains ont été exclus du mouvement, par qui on sait, par la tendance du Premier ministre. Eux-mêmes, ils ont constitué, comme il l'a dit, un autre pôle pour demander à d'autres de les rejoindre. C'est le cas, comme vous l'avez évoqué, de Bachili, de Cheikh Omar Sissoko, de Koniba Sidibé et autres là. Et puis, la dernière fois, vous disiez ici que vous aviez pour mission de faire connaître le contenu de cette lettre que j'avais appelée brûlot, et de laquelle vous avez dit que ce n'était pas un brûlot, c'était autre chose. Et où en est-on avec tout ça, le contenu de cette lettre, de la faire connaître, de l'étudier au niveau du... Et est-ce que votre mission n'est pas une mission impossible aujourd'hui? La difficulté de la mission fait sa noblesse. On n'a pas dit que c'est une mission ignoble. Je n'ai pas dit cela. Ah bon. Je dis que la difficulté d'une mission, de toute mission, fait la noblesse d'une mission, que ce soit celle-là ou une autre. Deux, à mon avis, il est exagéré de dire que le M5 a volé en éclats. Je répète, le M5 traverse une zone de forte turbulence. Troisièmement, je n'ai jamais parlé d'exclusion. J'ai parlé de suspension. Et quatrièmement, une réconciliation n'intervient que parce qu'il y a un conflit ou des divergences. S'il n'y a pas de conflit ou de divergences, on ne se réconcilie pas. Et si on parle aujourd'hui de réconciliation, c'est qu'il y a des problèmes objectifs qu'il faut travailler à transcender. Oui, le contenu de la lettre qu'ils ont soulevé, vous avez promis de le faire le contenu étudié par le... Oui, les faits se sont chargés de ça. Cette lettre a été publiée sur les réseaux sociaux, a été publiée dans les journaux, a fait le tour du monde. Donc ce n'est pas un secret. Ce que disaient les signataires de la lettre, c'est qu'ils voulaient... On connaît le contenu. Alors, vous avez dit de le faire examiner par les griefs posés par une tendance, de les faire examiner par le comité stratégique. Le comité stratégique s'est penché sur la question. Les débats n'ont pas donné satisfaction aux auteurs de la lettre, qui se sont exprimés publiquement sur la question et ici, à cette place, en disant que leurs préoccupations n'ont pas été prises en charge.
Allez-y, Bruno. Maître Tal, je crois que la question fondamentale, l'impossibilité de la mission. La difficulté. L'une des questions fondamentales de cette zone de turbulence, c'est d'évincer le Premier ministre comme leader du comité stratégique. La question claire que je m'en vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes favorable à ce que le Premier ministre ne soit plus le dirigeant du comité stratégique, qui est un organe politique, ou bien vous êtes d'avis contraire, parce que vous tentez la médiation, mais la question fondamentale, c'est que le Premier ministre ne soit plus le dirigeant principal du comité stratégique. Est-ce que vous êtes favorable à ça ou non? Alors, la condition de la réussite de la mission de réconciliation est de n'être ni dans le camp de ceux qui font des griefs, ni dans le camp de ceux qui se mettent dans un club de soutien ou d'amis. Il faut organiser les débats. Il faut le faire de façon objective, profonde et sérieuse. Pour ne pas éluder votre question, quelle est ma position sur le point de savoir s'il faut que le Premier ministre reste président du comité stratégique ou pas? Dès l'abord, je ne travaille pas encore un secret, j'ai dit à certains qui demandaient son départ, ne le faisons pas a priori. Laissons-le travailler et évaluons. Le temps de l'évaluation est arrivé. Il ne faut pas, pour des raisons de principe, ou pour des raisons, ou pour d'autres raisons, dire il faut qu'il parte. Il ne faudrait pas, pour les mêmes motifs, dire qu'il faut qu'il reste. Nous devons être capables d'évaluer et au terme de l'évaluation, avec lui, arriver à une solution dans l'intérêt du M5 et dans l'intérêt du Mali. Et moi, je pense que si on regarde le niveau, le parcours des membres du comité stratégique du M5 RFP, une telle évaluation ne doit pas être au-dessus de nos moyens. D'abord, il ne s'agit pas de question de principe. Ils ont clairement dit que depuis que le Premier ministre est là et à la tête du gouvernement, ils ont constaté que le M5 est devenu une caisse de résonance. Donc ce ne sont pas des questions de principe, c'est réellement des questions réelles, des questions préjudicielles qu'ils ont eu à poser. Quelle appréciation faites-vous du fait que le Premier ministre aujourd'hui, dans cette période de crise, accueille ce qu'il considère comme les plus légitimes il y a sa tendance, si vous voulez, et chez lui à la primature? Voyez-vous, nous sommes dans un débat sérieux, parce que le M5 occupe une place éminente aujourd'hui dans la gouvernance et dans la refondation du Mali. Il ne faudrait donc pas se mettre à chercher la petite bête. Ceux dont on parle ont évoqué deux choses: des faits qu'ils contestent et des principes qu'ils affirment. Je suis bien placé pour les savoir. Il y a donc les deux. J'ai pas dit, maintenant, pas seulement. Non, je ne veux pas rentrer dans une polémique quand on doit aller dans la question. Je n'ai pas dit des principes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de principes là-dedans. Je dis qu'en plus des principes, il y a aussi des faits. Il y a des questions précises qui sont soulevées. Et puis, maître, vous n'avez pas tranché ma question. S'agissant des faits, je reviendrai à vous au cas où il y aura un déficit dans la réponse. S'agissant des faits, j'ai demandé qu'on les pose sur la table, qu'on les analyse et qu'on évalue. Vous comprendrez que ce ne soit pas ici que j'évalue. Comme toujours. Oui, le M5 s'est voulu être un organe de veille après avoir atteint son objectif principal, le départ de l'ancien président. Un organe de veille qui serait présidé par le chef du gouvernement. C'est pourquoi je pose la question. Je voudrais que vous arriviez à trancher. La majorité, en tout cas ceux qui sont un peu plus agités, si on peut le dire ainsi, veulent que le Premier ministre ne préside plus le comité stratégique. Êtes-vous favorable à cela ou non? Vous voulez que je tranche? Oui, si vous avez... Je ne suis pas juge de paix. Je suis juste facilitateur, mais même un facilitateur qui est partie prenante, qui est membre
du comité stratégique. Mais vous avez un avis. M5RFP. Vous avez un avis quand même par rapport. Je l'exposerai le jour du débat sur l'évaluation, bien sûr. Vous n'imaginez pas que je vienne là-bas un spectateur. Merci. Le Mali, je m'assumerai. Le Mali vient de se doter d'une nouvelle loi électorale sur fond de méfiance et de défiance entre le gouvernement et les CNT. Certains parlent d'une victoire du CNT sur le gouvernement, un désaveu du gouvernement par les CNT et par le président de la transition. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux tendances? Ceux qui portent ce type de jugement se trompent. Une difficulté entre un gouvernement et un organe législatif est d'abord et avant tout un signe de vitalité démocratique. Sinon, il y aura des législateurs godillots qui applaudissent et on passe. La deuxième chose, c'est que personne n'a intérêt à une crise institutionnelle au Mali aujourd'hui. Nous avons tous mieux à faire. Troisièmement, il faut savoir qu'une loi électorale est par essence évolutive. Elle n'est jamais gravée dans le marbre. La loi actuelle a été modifiée 11 fois en 30 années. Cela veut dire quoi? Que cette nouvelle loi sera, plus que les autres, plus rapidement et de façon plus inéluctable modifiée pour 3 raisons au moins. La première, c'est qu'il y aura des adaptations à faire dès qu'une nouvelle constitution sera adoptée. La deuxième modification s'imposera à la fin du redécoupage territorial au Mali, et il y a aussi des préoccupations à prendre en charge parce qu'au-delà des avancées, il y a des réelles insuffisances. Si vous le souhaitez, nous en parlerons. Est-ce que cette loi en l'état répond aux aspirations, à la soif de réforme qu'avait inspiré peut-être le M5RFP lors de sa lutte en termes d'amélioration de notre gouvernance électorale? À certains égards, oui. En d'autres, non. Vous avez vu les observations et griefs du M5RFP, dont la principale a été de dire, en lieu et place d'un organe unique de gestion des élections, effectivement, demandé par les Maliens et revendications portées par le M5RFP, que l'on a aujourd'hui une structure duale. Ce n'est plus un organe unique, ce que le M5RFP dit. C'est vrai. Mais qu'est-ce que l'on peut ajouter aujourd'hui? Il y a des pouvoirs importants accordés au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mais ces pouvoirs, ils ne peuvent être que provisoires pour les élections à venir. Et ces pouvoirs forts et provisoires s'expliquent peut-être par le manque de temps pour procéder à certaines modifications. Mais en toute hypothèse, au Mali comme ailleurs, il faut se dire une chose, un ministère en charge des élections, un ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale, aura toujours son mot à dire dans l'organisation des élections. Mais ce n'est pas le seul grief. Si vous voulez, on poursuit. Il y a le problème de la Cour constitutionnelle, qui a vu ses prérogatives maintenues, alors même que chacun se rappelle que cette Cour a été très fortement critiquée, et dans sa pratique, et dans ses compétences. Parce qu'elle est à la fois au début et à la fin du processus, ce qui fait de lui un juge et une partie. D'accord. Mais là, ce sont les contraintes liées à la Constitution qui n'ont pas permis d'aller plus loin. Il y a beaucoup d'autres critiques. Je reviendrai là-dessus. Maître, il me semble que vous n'avez pas encore renoncé à l'organe unique dans la plénitude de sa teneur, telle que pensée et voulue par votre organisation. Mais on a tendance à vous demander quels sont les gages d'indépendance d'un organe unique par rapport à l'administration.
quels sont les gages? Ce n'est pas l'unicité de l'organe qui fait son indépendance. L'unicité de l'organe a été demandée pour un certain nombre de raisons, dont des économies d'ordre budgétaire, des économies de temps et une plus grande efficacité. Cela dit, depuis l'instauration... Vous pensez que c'est la réelle motivation pour un organe unique? Mais je ne vais pas venir ici, mon cher Keita, pour dire ce que je ne pense pas. Je la vous réelle dis ce que je motivation, pense, c'est pas ça, et reste à ce que vous soyez d'accord ou pas. Des scrutins, c'est ça l'efficacité. C'est ça l'efficacité. C'est la transparence. C'est ça l'efficacité. Voilà, on emploie des mots différents. Ah bon, c'est ça l'efficacité. Ok, oui, allez-y. Voilà. Donc, dès l'instauration du pluralisme démocratique au Mali et dans d'autres pays africains, il y a eu, avec l'expérience qui a été vécue, une forte défiance vis-à-vis de l'organisation des élections par un ministère. Ce n'était pas des griefs anodins, mais je vous l'ai dit, avec le temps et l'expérience, on s'est dit aussi que l'administration territoriale, que le ministère de l'Intérieur ne peut pas être absent. Mais aujourd'hui, force est de comprendre que les entraves liées à la Constitution, la gestion du temps qui reste pour la transition n'ont pas permis d'aller au niveau souhaité. Nous n'avons pas aujourd'hui la loi que l'on souhaite et pour laquelle d'ailleurs tout le monde est d'accord. Moi, je n'ai pas entendu un seul acteur politique malien dire je suis contre l'organe unique de gestion. Certains ont juste dit ce n'est pas possible pour le temps imparti à la transition. Mais au-delà de l'organe unique de gestion, il y a d'autres points. Je vous ai dit qu'il y a des acquis considérables. Mais je vous ai dit aussi qu'il y a tout autant d'insuffisances qu'il faudrait prendre en compte. Certaines liées à la gestion du temps, d'autres, il faut le dire, liées à une certaine frilosité. Oui, attendez, s'il vous plaît, parce que ma question, je la pose, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le seul organe indépendant intervenant dans les élections au Mali. Vous venez d'évoquer le cas de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est supposée également être Cour indépendante, dont les membres sont nommés pratiquement par les mêmes procédés qu'un organe unique, que les composants d'un organe unique. Mais néanmoins, la Cour n'a pas donné satisfaction. Qu'est-ce qui prouve qu'un organe unique donnera des satisfactions différentes de celles qu'on attendait en vain d'une Cour constitutionnelle? Il ne sera Vous pas savez, au pouvoir. Il y a longtemps et bien longtemps, j'étais encore étudiant. J'ai été surpris de voir que j'avais été convié à faire une communication parmi des sommités du droit que j'admirais à l'époque. Il voulait la voix d'un étudiant jeune à Dakar. À Dakar, pour parler de l'indépendance du magistrat sénégalais et de ses dépendances. Toute indépendance, je l'ai compris depuis ce moment, comporte des dépendances. Et le premier gage d'indépendance, c'est le respect qu'on a pour soi-même, pour la mission et pour son peuple. Ça commence par cela. Mais quand cet acquis est là, il faut donner des outils législatifs, matériels et autres. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble, les imbriquer. L'organe unique en soi, la Cour constitutionnelle en soi, quels que soient les textes, ne feront pas d'eux des organes indépendants. Il faudrait que les membres se disent je suis indépendant. C'est pour cette raison. Je dis, nonobstant les lacunes, il faut s'accommoder de ce qu'il y a en attendant le temps des réformes à venir. Certaines pendant la transition, d'autres après. Bruno, allez-y. Maître Tal, vous êtes un haut cadre du M5 RFP. Au-delà du contenu du texte de la loi électorale, moi j'aimerais que nous allions un peu sur le terrain d'analyse politique de cette situation. 92 amendements apportés par le CNT, le gouvernement qui dit lors de cette séance, nous ne nous reconnaissons pas dans le texte adopté, le M5 RFP qui sort de sa réserve, qui demande que le texte soit renvoyé, que le président ne promulgue pas, qu'il renvoie en seconde lecture.
est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, c'est la question, que le président de la transition a pris une distance politique vis-à-vis du M5-RFP par rapport à cette promulgation qui a eu lieu? Quelle tendance du M5, puisque le M5 oui, et je suppose qu'il cautionne cette demande-là. Vous êtes du groupe du M5 qui a demandé que le texte ne soit pas promulgué et qu'il soit renvoyé en seconde lecture, je suppose. Donc, quelle analyse vous faites? Vous savez, je n'aurais pas été fier du CNT si c'était mis debout, applaudissements, vifs applaudissements prolongés, pour dire que ce que le gouvernement a amené est parfait. Ah bon? Donc vous n'êtes pas fier d'eux avec le PAG? Parce que... si vous m'écoutez, vous allez comprendre exactement ce que je vais essayer de dire. Et je vous en prie, et respectons ensemble nos téléspectateurs. Mettre à la parole. Merci. Okay. Allez-y. Tout le monde a applaudi le PAG. Mettez à la parole, s'il vous plaît. Après, vous me poserez la question. Oui, allez-y, maître. Je n'aurais pas été fier d'un organe législatif se mettant debout avec des vifs applaudissements en disant tout va bien, tout est bon. Je n'aurais pas été fier du M5 après ces amendements s'élever et dire ce que le CNT a fait est très bien. Chacun dans son rôle. Le CNT est organe législatif libre d'apporter toutes les modifications à un projet, à une proposition de loi, et même s'il le souhaite, le rejeter. Les auteurs du projet ou de la proposition dire « vous avez tellement charcuté que je ne m'y reconnais pas », voyez-vous, on n'invente pas la roue. La loi sur le statut de l'opposition, c'est moi qui ai déposé la première proposition de loi. Le jour où on l'adoptait, j'ai dit que je ne me reconnaissais pas dans mon bébé. Mais c'est normal quand on ne se reconnaît pas de le dire. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'au-delà de ces divergences, le M5, le CNT, le gouvernement continuent à travailler dans l'intérêt de la transition. Et je suis à l'aise pour dire qu'aujourd'hui, j'ai vu le ministre de l'administration territoriale, le ministre en charge de la refondation, la ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles, se mettre ensemble pour accueillir la classe politique et la société civile autour de cette loi. Cela veut dire quoi? Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Cela veut dire quoi? Que les difficultés sont surmontables. Alors, quelle est votre question? Le M5, je suppose que vous faites partie de ceux qui sont signataires de la demande adressée au président de la République de ne pas promulguer le texte et de le renvoyer en seconde lecture. Le président l'a promulgué. Ce qui, politiquement, est un désaveu par rapport au M5. Et je dis, est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que le président de la transition se met à l'écart du carcan du M5, se démarque? Cela aurait été un désaveu si le M5 s'était fait l'illusion de dire que sa volonté oblige le président. Je l'ai dit, le M5 comporte des cadres de très haut niveau qui ont servi l'État à tous les niveaux pour dire qu'il ne peut jamais en être ainsi, que le président garde son libre arbitre pour promulguer une loi ou pour la renvoyer en seconde lecture. Une demande non acceptée. Une demande que vous avez faite. Mais non, est-ce que vous avez été solidaire de la demande de non-promulgation? Oui. Une demande non acceptée ne signifie pas une prise de distance. Maître, est-ce que vous êtes solidaire de la demande? De quelle demande? La demande de non-promulgation. Vous savez, il y a des débats au niveau du M5. Chacun donne son point de vue. Mais dès qu'une position est adoptée, vous ne verrez jamais Maître Muntagatal dire « ma position était différente ». Je m'en éloigne. Ce n'est pas honorable de faire ou de dire cela. Ce qui veut dire que vous êtes solidaire. Et j'ai une assez longue carrière politique, syndicale, pour savoir que les choses ne se passent pas ainsi. On ne vient pas se démarquer. On assume. Et j'assume. Bon, vous venez de dire, non, je fais sur la loi. Vous venez de dire que la loi est adaptée à la constitution à venir. C'est pas la nouvelle constitution à venir.
Oui. Et quel est, selon vous, le besoin ou bien les implications d'une promulgation d'une loi qui n'est pas conforme à la Constitution actuelle, bien qui n'est pas encore adaptée à la Constitution actuelle? Je n'ai pas dit qu'il y avait des contrariétés. Ah, ok, d'accord. J'ai dit que ça doit s'adapter. Je vous ai dit tout de suite que l'existence de la Constitution de 1992 s'oppose à un certain nombre de réformes. Mais si la Constitution, exemple, la Cour constitutionnelle, dans une lecture que j'ai contestée en son temps, il y a bien longtemps, je crois que c'était en 1997, a dit les Maliens de l'extérieur ne peuvent pas siéger à l'Assemblée nationale. C'est une mauvaise lecture. Mais puisque la Cour constitutionnelle l'a dit, personne ne peut aujourd'hui les mettre là-dedans. Aujourd'hui, il y a une volonté unanime des Maliens de faire une place aux Maliens de l'extérieur. Mais dès que la nouvelle constitution sera adoptée, il faudrait que la nouvelle loi électorale soit amendée pour prévoir l'arrivée des Maliens de l'extérieur au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Ce n'est qu'un exemple, et il y en a d'autres. Maître, le gouvernement visiblement est résolument tourné vers l'organisation des prochaines élections. Après la loi électorale, le gouvernement a publié courant cette semaine, en tout cas, un calendrier provisoire pour les prochaines consultations électorales. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier? Mais avant d'arriver au calendrier, très rapidement, oui, je pense que parmi les lacunes aujourd'hui et les dispositions à insérer qui requièrent une lecture ultérieure, il y a quand même la fin du nomadisme politique. Qui est consacré par cette nouvelle loi? Malheureusement, elle a été proposée, elle n'a pas été acceptée. Chacun sait que c'est important. Peut-être qu'on verra dans la salle des partis, mais c'est quand même important. On dit qu'il y a des lacunes. Ils sont plus annoncés dans les réformes. Mais les lacunes est dans la nature des choses. C'est juste des œuvres humaines. Il y a la mise en place d'un mécanisme de plafonnement et de contrôle des élections. C'est important. Plafonnement des dépenses de campagne. Aujourd'hui, il y a le rôle et les prérogatives de la HAC, en lieu et place du Comité national de légal accès aux médias d'État, qui manquent. Mais malgré ces manquements et ces lacunes, l'important, c'est de positiver, de dire que ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on l'aura plus tard, et de maintenir la bonne collaboration entre le gouvernement, le législatif, le tout sous la haute autorité du chef de l'État. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. S'agissant de la proposition de calendrier électoral par le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? Chronogramme. Bien. Le chronogramme intervient dans un contexte bien précis. Il y a, si je peux m'exprimer ainsi, le sommet du 3 juillet de la CEDEAO qui arrive, mais ce n'est pas le plus important ou le seul aspect. Il y a les questions de refondation et du délai dans lequel cela doit intervenir. Alors, aujourd'hui, si on regarde bien, on voit qu'il y a de nombreux acquis. Et ce programme ne fait que les conforter. Donc, pour ma part, c'est une proposition qui a été faite, ce qui est important. L'avis des Maliens à travers sa composante politique et les organisations de la société civile a été requis. Tout cela devrait permettre d'aller plus fort et mieux armé au sommet de la CEDEAO. Est-ce que vous êtes preneur de l'ordre des échéances proposées par ce chronogramme, par exemple, le fait de tenir les élections présidentielles avant... Non, législatives avant les élections présidentielles. Est-ce que cela ne va pas gêner le prochain président, par exemple, l'agencement? Ab initio, au début, en 92, on a adopté la Constitution, on a fait les communales, les législatives et les présidentielles. On devait rester dans cette dynamique, mais c'est la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997 qui a inversé l'ordre des élections. Donc, revenir à cet ordre initial qui est logique,
je ne peux que m'en réjouir et y souscrire. Pourquoi? Vous savez, dès que l'élection présidentielle a lieu et qu'un président est élu, il y a un effet d'attirance vers lui et vers son parti qui pourrait fausser le résultat réel des élections. Si on peut en faire l'économie, c'est tant mieux. D'accord. Bruno, allez-y. Maître, vous m'avez fait venir de l'eau à la bouche en touchant à la candidature ou bien à l'élection du président. Oui. Parmi les innovations de cette nouvelle loi électorale, si vous permettez, il y a le point, l'article autorisant un militaire à 4 mois avant l'échéance, la présidentielle. Épuisé cette question. Non, vous permettez, ça brûle l'actualité aujourd'hui. Et donc, le militaire devrait démissionner 4 mois avant le scrutin pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Et donc, les réseaux sociaux se sont emportés. L'on parle aujourd'hui de plus en plus de la possibilité de la candidature du président de la transition. Certains de vos confrères sont déjà sortis par rapport à ce sujet. Vous êtes homme politique, vous êtes juriste. Prononcez-vous sur cette question, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous donnerez le temps d'être exhaustif sur la question. Allez-y, maître. Le principe de la démission des membres des forces de défense et de sécurité, ça a toujours existé. Quelques mois avant les élections, n'est pas une nouvelle disposition. C'était 6 mois, maintenant c'est 4. Oui, je vais y arriver. Alors, les besoins de la transition. Je vais y arriver. Ce qui a changé, c'est que le délai de 6 mois a été ramené à 4 mois. Pour ma part, je n'ai entendu aucun argument suffisant pour justifier ces raccourcissements. Mais ce délai de 4 mois ne porte aucunement atteinte au principe de la démission préalable et n'induit pas automatiquement une candidature d'un membre des forces de défense ou de sécurité annoncée. Vous avez parlé du cas du président de la transition. Oui. Je voudrais dire un certain nombre de choses, d'abord d'ordre général. Vous savez, le débat sur la possibilité pour un chef d'État en fonction d'aller au-delà de son mandat, du temps imparti, au-delà des termes fixés par la loi ou par la Constitution, n'est pas que politique. Ça comporte 2 autres types d'éléments. Des éléments d'ordre éthique et des éléments d'ordre politique, en plus des éléments juridiques. Nous avons vu dans plusieurs pays des tentatives de 3e mandat, même de glissement de mandat, de fausses interprétations des cours supérieurs pour permettre tout cela. Les conséquences sont connues. Quelles sont-elles? Une instabilité politique, une répression et un coût humain élevé et une crise économique qui peut pénaliser tout le monde. Alors il faut trouver des antidotes. Les antidotes, c'est quoi? C'est sur le plan éthique et moral. Respecter sa parole, respecter son peuple. Et pour le cas des pays de la sous-région, j'ai toujours dit qu'il faut aller vers l'adoption de ce que j'appelle, moi, les critères de convergence républicaine et démocratique au niveau de la CEDEAO. Pour ce qui concerne le cas du colonel Assimi Goïta, je ne voudrais pas fuir les débats. Oui. Tout à fait. Pour ne pas rester dans les généralités. Pour ne pas rester dans les généralités. Oui. Pour ma part, je n'ai entendu aucun propos allant dans ce sens. Pour ma part, depuis 1 an qu'il est à la tête de la transition, je ne l'ai pas vu rentrer dans certaines considérations politiciennes ou des dédits. C'est pour cette raison que je refuse d'aller dans les procès d'intention. Certains ont des interprétations différentes de la grande médiatisation. Mais maître, on peut parler d'hypothèses aussi. Des œuvres sociales. La grande médiatisation de ces œuvres sociales, de dons par-ci par-là, de forage, de tracteurs. C'est des interprétations que les gens font. Est-ce qu'il a besoin, un président une sorte de campagne de transition déguisée, a besoin de mettre les projecteurs, de braquer les projecteurs sur
Et surtout qu'il a une grande popularité. Hein. Ça, c'est dingue. Je poursuis pour vous dire ce que vous avez évoqué comme les questions éthiques et les questions légales, que le président de la République est quand même la charte. Le président de la transition. Le président de la transition du moins. La charte contient vraiment des dispositions qui l'en empêchent, puisqu'ils disent que la charte le dit clairement qu'il ne peut pas, et il a juré sur le cadre. La charte, il y a une question de serment et le risque aussi de trahison du serment par un chef de l'État. La charte a été révisée. Hein. Même si la charte a été ça a reconduit la disposition. La disposition est toujours là. La charte n'a pas fait fi de cette. Donc, qu'est-ce que. Vous savez, ceux qui ont des interprétations, c'est leur droit. Et je respecte leur point de vue. Mais je sais qu'il est naturel pour quelqu'un qui est au sommet de l'État de laisser des traces pour l'histoire. Des traces pour l'histoire. Alors, pourriez-vous être exhaustif, les traces? Pardon? Pourriez-vous être plus exhaustif, les traces? Non, disons plus, je vais être plus précis. Quand on a une mission, on essaye toujours de la réussir et de permettre d'avoir à l'opinion, d'avoir des éléments d'appréciation. Si pendant 2 ans, on ne peut pas construire des pyramides, on peut quand même creuser des puits. Donc, moi, je laisse les interprétations, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais allons-y au-delà de ces considérations. La question de la prorogation d'un mandat ou le fait de vouloir rester à la tête d'un État, je l'ai dit, ça dépasse les questions purement politiques et juridiques. Oui, maître, vous allez dans les généralités. Revenons sur le cas malien. Alors, ne posez pas les mêmes questions 2 ou 3 fois. J'ai dit, je n'ai rien vu personnellement qui puisse m'inciter à croire qu'il y aura parjure. Non, maître, vous êtes un potentiel candidat à la présidentielle. Ça, c'est pas un secret. Voilà, vous êtes un leader politique. Vous êtes un jury de haut niveau. Oui. Aujourd'hui, le débat public, c'est la possibilité de la candidature du colonel Assimi Goïta. Prononcez-vous, s'il vous plaît, par rapport à nos téléspectateurs. Certains de vos confrères, avocats et autres, se sont prononcés. Non. Si vous pouvez, s'il vous plaît. C'est vous qui venez d'être plus précis. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Envisageable selon vous? Alors, il faut savoir, il faut poser des questions les unes après les autres de façon précise. Oui. On va dire, est-ce que c'est juridiquement possible? Je vous réponds non. Alors, quelle est la question suivante? C'est bon. Est-ce que si jamais cela arrivait, quelle attitude allez-vous adopter? Quelles seraient vos impressions? Soyons dans l'hypothèse d'école. Moi, je distingue, je l'ai toujours dit, la politique de la science politique et de la politique fiction. Moi, je fais de la politique. La science politique, je peux l'enseigner à l'université. La politique fiction, ce n'est pas mon genre. D'accord. Oui, revenons un peu au candidature. Moi, je sais que vous êtes un adepte de la refondation et vous avez dit qu'il fallait néanmoins... Plus qu'un adepte, un acteur. La refondation pose surtout des jalons qui puissent permettre de ne plus connaître les revers que nous connaissons actuellement. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur ce chemin-là, avec le chronogramme et la loi électorale, que nous sommes en train de poser des jalons qui nous permettent de ne plus revenir sur les revers? Je ne suis pas qu'un adepte de la refondation, j'en suis un des acteurs et je n'appartiens pas à la cohorte des ouvriers de la 25e heure qui parlent plus de Malicoura et de Fort. Vous avez parlé de travers, effectivement. Pardon? J'arrive. Non, je ne m'adresse pas. Je dis, vous savez, quand on regarde aujourd'hui la scène, lapsus, quoi. Ceux qui crient aujourd'hui le plus fort Malicoura et les fondations, c'est ceux qui se sont opposés. Mais c'est tellement agréable de voir que ces concepts sont acceptés et partagés par ceux qui s'étaient opposés, qu'on ne peut qu'applaudir à cela. Mais ce n'est pas la question. Alors, aidez-moi à reformuler la question. Je dis les travers dont vous avez parlé, qu'il fallait poser les jalons. Il fallait tout simplement, pour quitter la situation actuelle, la refondation, bien que vous soyez adepte de la refondation, vous dites qu'il faut poser seulement les jalons pour respecter les délais raisonnables, pour un retour raisonnable à l'ordre constitutionnel, de poser les jalons seulement qui puissent nous
permettre de ne plus connaître les mêmes travers que nous avons connus. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que les jalons ont été opposés ou ils sont en train d'être posés? Les jalons qu'on a posés dans ce sens sont les bons. Ah oui. Vous savez, dans la gouvernance, tout ne peut être bon, tout ne peut être mauvais. Il y a une appréciation d'ensemble à un instant T. Aujourd'hui, le Malien ou l'observateur qui a la plus mauvaise foi ne contestera pas que des actes allant dans le sens de la refondation ont été posés, sont en cours. Mais, je répète, tout ne pourrait pas être fait pendant cette transition. Il faut poser les fondements de façon à rendre le processus irréversible, travailler à l'élection d'un futur président de la République acquis à la refondation pour poursuivre le travail. Parce que s'il n'en est pas ainsi, quelqu'un pourrait venir défaire en 2 mois ce qui a été fait en 2 ans. Suivre votre regard, puisque vous n'êtes pas seulement adepte de la refondation, mais acteur. Donc il faut élire Muntagatal. Bon, quand j'ai dit que j'étais acteur, je voulais dire que j'étais au monument de l'indépendance pour le demander. Et vous venez de dire qu'il faut élire un président acquis. S'il s'agit d'élire Muntagatal, on en parlera quand je serai candidat. Maître, nonobstant les grandes réserves posées par le Mali devant les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, le mandat de la MINUSMA a été finalement renouvelé. Qu'est-ce que vous pensez de ces réserves, en tout cas exprimées par le représentant du Mali lors de cette adoption, de ce renouvellement? Vous savez, la communauté internationale, avec les Nations Unies comme sommet de l'organisation des États, repose principalement sur un principe: l'égalité souveraine des États. Il faut respecter la souveraineté des États. Il faut que les États soient considérés comme égaux, nonobstant leurs différences de développement économique, leur influence politique et tout le reste. Le Mali n'a jamais remis en cause l'aménagement en tant que tel. Son mandat du début à aujourd'hui a évolué. Le Mali aujourd'hui dit, si on veut que l'aménagement soit efficace, voilà ce qu'il faut faire, voilà les limites à ne pas dépasser. Il est important, si l'aménagement doit opérer sur notre territoire, sur notre sol, que ces observations non seulement soient prises en charge, mais qu'elles soient acceptées. C'est un minimum de respect pour le Mali et d'efficacité pour l'action de l'aménagement que je salue. Oui. Je ne suis pas de ceux qui disent « l'aménagement dégage ». Je salue l'aménagement, je salue ce que l'aménagement a fait, j'ai conscience des lacunes et je pense que le Mali est dans son droit de dire voilà comment corriger ces lacunes. Est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que les prochaines missions de l'aménagement ici au Mali seront très très rudes et difficiles avec cette posture du gouvernement malien? Le gouvernement n'est pas dans une posture, le gouvernement est dans son rôle. Et je gage que la coopération entre le Mali et l'aménagement, finalement, va se passer de la meilleure façon parce qu'on ne peut pas être sur un territoire et ne pas tenir compte des observations au demeurant fondées de ces autorités. Dernière question, Bruno, votre dernière question. Par rapport à l'aménagement, je n'ai pas de préoccupation particulière. Oui, la commission de rédaction, la commission de rédaction de la nouvelle constitution vient d'être mise en place. Et vos impressions, parce que la rumeur avait énoncé des noms, dont le vôtre, comme pouvant faire partie de cette équipe qui devrait rédiger. Donc vous, certainement que vous connaissez ces personnalités-là. Vos impressions par rapport à cette équipe? Écoutez, je vous dis sur l'honneur que je viens d'apprendre pour la première fois que mon nom a pu être cité comme membre de cette commission. J'ai dit les rumeurs. Les rumeurs, on en parlait. Croyez-moi, je n'aurais été ni demandeur ni preneur. Avant de passer la parole à... Les impressions d'abord. Voilà. Les impressions par rapport Maintenant, si vous voulez mon impression sur le fait que cette commission a été mise en place, moi je salue
toutes les avancées récentes, qu'il s'agisse du chronogramme, qu'il s'agisse du comité de suivi des recommandations des ANR, qu'il s'agisse de la commission de rédaction de... Il y a là autant de gages positifs pour que le sommet du 4 juillet aboutisse à des conclusions positives pour le Mali, pour la CEDEAO et pour la sous-région. Maintenant, s'il s'agit des hommes, bien sûr que je les connais pratiquement tous, mais bien sûr que vous n'allez pas vous attendre à ce que je fasse comme le maître de classe qui prend son bic rouge pour noter chacun. On le verra à l'œuvre, c'est au pied du mur. Allez-y. La dernière, mais c'est surtout sur la MINUSMA. Allez-y. La MINUSMA, il y a quand même des divergences profondes, maître. Oui. Entre la MINUSMA et le Mali. La résolution, vous avez dit qu'il fallait tenir compte. Mais la résolution a été déjà votée. Oui. Et la résolution, une résolution, et comme vous le savez, son sens, c'est l'obligation de son application. Or, le Mali n'est pas prêt à accepter l'application de cette résolution. Le Mali s'oppose notamment à ce que la MINUSMA aille sur le terrain pour vérifier les présomptions qui pèsent sur l'état de violation des droits humains, ainsi de suite. Comment voyez-vous, comment vous, en tant que spécialiste du droit international, voyez-vous les possibilités d'accorder les violons entre le pays qui accueille cette mission et qui refuse l'application de la résolution de l'ONU? Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il est possible de... Là, je vous dis deux choses. La première, c'est que si on prend la MINUSMA, les premières résolutions sur la MINUSMA ne sont pas celles en vigueur aujourd'hui. Cela veut dire que les résolutions, au fil du temps et des réalités du terrain, ont été améliorées, adaptées. Je pense simplement que ce serait la même chose. La réalité du terrain va s'imposer et un texte requiert toujours une application non pas mécanique, mais intelligente. Je suis sûr qu'il y aura une application intelligente de cette résolution et que le cas échéant, le Conseil de sécurité sera saisi ou va se saisir à nouveau de cette question pour faire en sorte que la collaboration Mali-MINUSMA s'améliore. Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de nous imposer une tutelle? Nous n'accepterons aucune forme de tutelle. Nous l'avons prouvé au fil de notre histoire précoloniale, de notre indépendance, et aujourd'hui, nous n'accepterons pas de tutelle. Et je ne suis pas sûr que les Nations Unies sont dans la logique d'imposer une tutelle sur le Mali. Bon, on voudrait ne pas poser une question de sécurité alors qu'on a connu, de votre dernière apparition à aujourd'hui, comparution à aujourd'hui, on a connu Moura et récemment encore beaucoup d'autres... Djalassagou, ainsi de suite et autres là. Et je me rappelle que vous avez dit qu'un pays, la sécurité d'un pays ne se délègue pas, mais que ça s'assume. Est-ce que vous pensez que nous sommes en train, et la façon dont les choses évoluent, que nous sommes en train de bien assumer notre J'ai toujours dit que nous commettrions une faute très grave en laissant croire aux Maliens que la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité signifie qu'il n'y aurait plus d'attaques, de bavures ou d'actes crapuleux comme ceux qui ont eu lieu. Il ne faut pas commettre cette erreur. La montée en puissance s'apprécie dans l'espace et dans le temps, mais les bavures, les attaques lâches, les assassinats de masse auront encore lieu malheureusement quelque temps, mais ça ne met pas en cause la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et le fait que nous assumions nous-mêmes notre sécurité. Quels sont les dividendes aujourd'hui de cette montée en puissance, selon vous? Les dividendes, c'est quoi la montée en puissance? Mais est-ce qu'on peut prendre des palpables? Il y a une conséquence de cette montée en puissance. La conséquence, c'est que la situation ne s'est pas détériorée comme on pouvait s'y attendre à raison du retrait de la force Barkhane. Les dividendes, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une quelconque autorisation pour opérer sur notre territoire. La dividende principale, c'est que nous comptons de plus en plus sur nous-mêmes, malgré les insuffisances, pour assurer la défense de notre pays. Ce que vous l'avez rappelé est ma dédicace. La sécurité d'un pays ne se délègue pas, elle s'assume. Maître, le jury va à présent se retirer puisque nous sommes au terme des débats pour le compte de cette audience. Nous allons nous retirer pour procéder à la délibération. Bruno, nous sommes dans les secrets de la délibération.
nous sommes dans le secret de la délibération. Nous avons eu droit à... Vous allez vous approcher un peu au micro. À un maître Moutagatal. Un secret sous les projecteurs. Un maître Moutagatal comme d'habitude, poignant, un discours rythmé, mais avec j'allais dire l'intelligence d'éluder de façon sage et subtile certaines questions, dont celle embarrassante de l'éventualité de la candidature du colonel Assimi Goïta. Il n'a pas voulu trancher, il l'a dit, mais bon, c'est comme les juristes de haut niveau, le politique aguerri, il m'a convaincu, donc je n'ai pas autre choix que de prononcer qu'il soit acquitté. Abdraman. Bon, moi je dois un peu nuancer tout ce qu'il vient de dire. C'est vrai qu'il est poignant, ça c'est pas, on ne peut pas demander, on ne peut pas dire autrement d'un avocat de sa trempe. Ce qui m'a fait même sourire quelquefois. Ouais, ça trempe, mais je constate chez Maître depuis un certain temps, pas seulement aujourd'hui, une certaine posture équilibriste devant toutes les situations, devant toutes les questions. C'est ça. Ouais, un peu équilibré. Équilibre par rapport à la question du M5, il est de toutes les tendances. Équilibre par rapport à cette grande question de la loi électorale. On ne sent pas effectivement ce qu'il pense et sa position devient ambiguë. Hein? Équilibre par rapport aussi aux questions, aux divergences qu'il y a entre le pays et notre pays et la communauté internationale. Tout est équilibriste, vraiment tout est équilibriste, monsieur Maître, depuis un certain temps. Et je pense que cela lui est imposé par ses objectifs, les objectifs d'avoir suffisamment si vous voulez, d'adeptes, de sympathisants pour faire sa conquête future. Laquelle? De la magistrature suprême. C'est clair, il est déjà dans cette phase. Dans ce calcul. Il se hisse, on a l'impression mais c'est là ce fait, il se hisse au-dessus de tout le monde, il prend de la hauteur, hein, il prend l'étoffe de l'homme d'État qui est au-dessus des contingences, qui est au-dessus ton arrêt lui a arraché un sourire. Et je pense qu'en réalité, c'est là déteint un peu sur ce dont nous avons besoin, qui est la vérité, qui est la sincérité, qui est vraiment... Hein, et la réelle pensée qu'on veut sortir de, hein, les réels vers qu'on veut tirer de son nez, on ne parvient pas à les avoir à cause de ces équilibres. Donc je suis d'accord qu'il soit libéré, mais sous caution. Je ne peux pas permettre vraiment que... Faites une proposition de caution. Il va payer. Faites une proposition de caution. Faut estimer. Je sais pas, je n'ai pas... Allez-y, faites une proposition de caution. C'est laissé à la discrétion du président. Le franc symbolique. Surtout que nous sommes à la veille de la fête de la Tabaski, hein, le président va apprécier. En tout cas, au bénéfice de ces deux réquisitoires, il serait très difficile pour moi de condamner un accusé qui a gardé une posture distante entre les différentes contingences pour jouer un peu à la médiation dans le contexte qui est dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Pour moi, au lieu que cela soit une faiblesse, pour moi c'est une force. C'est une force. Difficile pour moi de condamner un accusé poignant qui a un discours rythmé. Est-ce que le président va réclamer la caution? Un politique aguerri. Au dépend des téléspectateurs, ce qu'ils veulent savoir. Hein. Le politique aguerri, je suis dans mon pouvoir discrétionnaire à présent. Hein? J'espère qu'il n'est pas dictatorial. Au bénéfice en tout cas de ces réquisitoires, maîtres qui sont à la limite positive. Le tribunal, le jury a décidé, il y a l'unicité de notre décision. Le jury a décidé de vous libérer des liens de l'accusation et sans paiement de caution également. Maître, alors, très rapidement, pour que ce soit clair pour tout le monde, j'ai été très clair pour le colonel Assimi Goïta, mais seulement je ne sais pas sonder le cœur et les reins moi. Je m'en tiens à ce que je vois et ce que j'ai vu ne m'indispose pas. Pour ce qui concerne l'équilibrisme, vous savez, j'ai adopté beaucoup de postures dans le passé. J'ai été radical, j'ai été dur, j'ai appris. Et aujourd'hui, je ne confonds pas la recherche de l'équilibre avec l'équilibrisme. Pour moi, ce n'est plus tout est blanc, tout est noir, c'est plutôt nuancé et gris. Ok. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission. Le grand jury qui recevait comme invité Maître Moutagatal,
président du Synode Faso Iriwaton. Merci à vous de nous avoir suivis. Un autre numéro de votre émission, Les Grands Jurys.